Voilà une Sony Alpha 7 IV, une caméra hybride utilisée sur des tournages professionnels. Et pour tourner avec ça, il va falloir sortir 2000 € de ta poche. Ça fait cher, hein? Surtout quand on se dit qu'aujourd'hui, n'importe quel smartphone peut sortir des images à qualité égale, du moins pour un œil qui n'est pas entraîné. Il n'y a qu'à voir le nombre de clips vidéo et de films qui ont été tournés avec un iPhone. Alors pourquoi payer autant quand sur internet on peut trouver des caméras pour 10 fois, voire 100 fois moins cher? Eh bien je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Et pour ça, je suis partie sur le terrain, filmer la même scène avec une caméra à 2000 €, une caméra à 200 € et une caméra à 20 €. Le but de l'expérience, c'est de tester en vraies conditions le rendu de ces trois caméras afin de voir leurs avantages, mais aussi leurs limites. Pour faire ce test, j'ai utilisé une Sony Alpha 7 IV à 2000 €, une Digicam que tu peux retrouver sur internet autour de 200 € et une caméra porte-clés qui est potentiellement la plus petite caméra du monde, que tu peux retrouver sur Amazon pour 20 €. Et tant qu'à faire, vu qu'on est allé dehors filmer des images avec une actrice, autant aller jusqu'au bout et faire un court-métrage. Alors les images que tu vas voir, elles font partie d'un petit court-métrage que tu pourras voir en fin de vidéo. Donc si ce concept de vidéo te parle, je t'invite à t'abonner et on peut commencer. Quand on choisit une caméra pour un tournage, la première chose qu'on doit regarder, c'est pas le logo, hein, c'est les conditions dans lesquelles on va tourner. Et ça, tu t'en doutes, mais il faut quand même qu'on le dise, une caméra qui vaut cher, c'est une caméra qui a une technologie plus avancée. Et c'est potentiellement une caméra qui peut mieux réagir, qui peut sortir de meilleures images confrontées à certaines contraintes techniques. Et la contrainte principale quand on tourne en extérieur, en conditions réelles, en plein soleil, quand le ciel est complètement bleu, le vrai problème, c'est d'avoir beaucoup trop de lumière. L'un des avantages d'une caméra qui vaut cher et donc qui a une technologie plus avancée, comme la Sony Alpha 7 IV que j'ai utilisée pour ce tournage, c'est-à-dire que tu peux régler ton exposition, l'ouverture du diaphragme, monter ou baisser les ISO à ta guise, tout en ayant au final toujours un rendu qualitatif. Et surtout, avec ce genre de caméra où du coup tu achètes le boîtier et tu poses les objectifs que tu veux dessus, l'avantage, c'est de pouvoir utiliser des filtres, notamment les filtres ND. En gros, c'est comme des lunettes de soleil pour ta caméra. Ça réduit la quantité de lumière qui entre dans l'objectif pour pas t'aveugler. Autrement dit, pour éviter la surexposition. Et à ce moment-là, une fois que tu gères ton exposition, tu peux faire ce que tu veux dans ton image. Sinon, si tu gères mal tes réglages, parce que ta caméra ne le permet pas, tu te retrouves tout de suite avec des images qui font amateur. Donc avec une caméra professionnelle, tu as cet avantage-là, cette possibilité-là, d'accessoiriser ta caméra quand tu te retrouves face à ce genre de contraintes techniques. Et justement, les deux prochaines caméras qu'on va voir, c'est la 200 et à 20 €. Je te laisse deviner maintenant si elles permettent de faire ça. Souvent même, tu ne peux tourner qu'en mode automatique et tu ne peux pas faire tes réglages toi-même. Et là, ça devient compliqué pour avoir un rendu professionnel quand tu tournes en plein jour. Ça peut aussi être quelque chose de volontaire, tu vois. Mais pour que ce soit un choix artistique, il faut que tu aies le choix. Et avec des petites caméras où en fait tu vas retrouver l'objectif qui est accolé au boîtier et c'est impossible d'en changer, tu te retrouves en fait avec des images qui paraissent plates où tout est sur la même dimension comme si c'était en 2D. Et ça participe énormément au fait de donner un côté amateur aux images. Quand tu utilises une caméra cinéma ou une caméra hybride, tu vas pouvoir poser les objectifs adéquats dessus qui vont te permettre d'obtenir cette profondeur de champ, c'est-à-dire la présence ou pas de flou dans l'image. Et c'est ce qui donne tout de suite un rendu très cinéma, même pour les spectateurs les moins attentifs. Tu l'as compris, si tu veux tourner des images au standard professionnel qui ne sont ni surexposées, ni sous-exposées, ni bruitées, il te faut une caméra professionnelle. Mais justement, parfois les limitations techniques peuvent devenir des forces artistiques. Parce que vu qu'avec ce genre de caméra, on ne peut tourner qu'en mode automatique, on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on fait à l'image, on subit un peu ce qui se passe dans la vraie vie, bah ça fait comme si la caméra elle décidait un peu toute seule, tu vois, un peu comme un smartphone qui va changer tes réglages en plein milieu d'un enregistrement pour exposer un petit peu plus ou un peu moins. Et ça, en plein soleil, ça pardonne très peu. On se retrouve très vite avec ce qu'on a vu tout à l'heure, de la surexposition, mais aussi avec un gros défaut qu'on appelle des aberrations chromatiques. C'est quand la caméra n'arrive pas à gérer les fortes lumières, comme par exemple un visage qui se tient devant un ciel très lumineux ou quand tu pointes la caméra vers la lumière. Ça crée des sortes d'artefacts, des phénomènes visuels que tu ne peux pas vraiment contrôler, souvent des contours violets ou verts, ou comme ici des vagues colorées, de pixels colorés sur l'image. Ça n'a rien à voir avec les compétences de la personne qui filme, c'est vraiment une limite technique de l'appareil, mais par contre sur un projet professionnel comme une publicité ou un tournage pour une vidéo promotionnelle, c'est impossible de livrer des images comme ça. Sauf quand c'est une intention artistique justement. Et quand c'est ça que tu recherches avec ton projet, ce genre de limitation technique, ça peut vite devenir très intéressant à l'image. Je voulais filmer un plan du soleil complètement surexposé, comme s'il aveuglait le personnage, et c'est là que le phénomène d'aberration chromatique est entré en jeu. Artistiquement, pour moi, ça transmet exactement les intentions du film, mais tu m'en donneras des nouvelles après avoir vu le court-métrage. Par contre, il faut savoir doser. Parce qu'à partir du moment où tu commences à rentrer sur vraiment du bas de gamme, les défauts de l'image, ça devient plus un vrai problème qui fait mal aux yeux qu'un choix artistique. Quand tu tournes en basse lumière,
immédiatement, tout devient infiniment plus compliqué. Et la différence de qualité entre cette caméra et les autres en tournant en pleine nuit, elle est clairement encore plus violente. Avec la Sony, même si tu montes les ISO, l'image elle reste propre. Bien sûr, il y aura toujours un petit peu de bruit, mais il reste discret et totalement exploitable. Et quand on compare ça aux caméras amateurs, on voit tout de suite qu'il y a du bruit dans l'image, qu'elle apparaît complètement grise. On voit beaucoup plus les pixels, les couleurs sont beaucoup plus fades et l'ensemble paraît beaucoup plus plat. Il y a un fossé entre la qualité des images que peuvent fournir les deux caméras amateurs et la caméra professionnelle. Et ça s'explique en grande partie par la taille du capteur qu'il y a à l'intérieur de la caméra. C'est la partie la plus importante d'une caméra. C'est par là que rentre la lumière, un peu comme la rétine de l'œil humain. Plus le capteur est grand, plus il va récupérer des informations. Plus de détails, plus de nuances dans les couleurs, une plus grande plage dynamique qui est une meilleure gestion des ombres et des hautes lumières. Donc résultat, plus petit est ton capteur, moins qualitatif il est, moins ton image te paraîtra fidèle à l'œil humain. Faut être honnête, le type d'image que je te montre là, on peut pas qualifier ça de beau. Et franchement, j'ai même pas utilisé les images tournées avec cette caméra au montage, je voulais épargner quand même les yeux des spectateurs. Ok, à ce stade-là, tu peux avoir l'impression que j'ai confirmé le mythe de la taille égale la qualité. Et c'est là que j'ai envie d'insister sur l'argument du parti pris artistique. Il y a vraiment une sorte de hasard qui s'opère quand on filme avec ce genre de caméra, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler ce que la caméra elle filme. Et souvent, ça peut tourner à la catastrophe, ou alors au contraire, apporter quelque chose de très sincère au spectateur. Surtout quand on compare au rendu des caméras modernes actuelles, qui est tellement clean, tellement réaliste, qu'il est des fois plus vrai que la réalité, voire quasiment proche de ce que produisent les IA. Et du coup, la conséquence de ça, du spectateur qui est tellement usé de voir ce genre de vidéo, ça fait que ça ne crée plus aucune émotion chez lui. Parce que même si, objectivement, les images que j'ai filmées avec la caméra la plus grosse et la plus chère, elles sont meilleures, elles sont plus belles. Comme je le disais, c'est un peu comme si la caméra, elle décidait elle-même de comment les images étaient filmées. Comme si elle avait une âme, en quelque sorte, tu trouves pas? Et en tant que réal, chef-op ou vidéaste, choisir de filmer avec une vieille caméra, malgré ses contraintes techniques, ça peut justement créer une vraie connexion avec le spectateur. Parce que même s'il ne connaît rien à la technique, il sent que ces images, elles sont authentiques. Maintenant qu'on a comparé les images de ces trois caméras en conditions réelles, j'espère que tu comprends, dans les grandes lignes en tout cas, pourquoi une caméra vaut son prix, et pourquoi on ne la choisit pas pour son prix. On choisit la caméra avec laquelle on va tourner en fonction des conditions de tournage, par rapport à ses capacités techniques et du standard de qualité que l'on veut atteindre avec cette vidéo, et on la choisit en fonction de ce qu'on veut faire ressentir au spectateur par rapport à l'objectif de la vidéo, au format que c'est. Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que c'est un court-métrage, une vidéo YouTube? Mais aussi par rapport aux intentions artistiques du projet. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu as déjà été confronté à une situation où, je sais pas, un client ne comprenait pas forcément tes choix artistiques par rapport à la caméra, ou a été étonné par la taille de ta caméra et t'arrivais pas trop à lui faire comprendre? Tous les liens du matériel utilisé pour faire cette comparaison sont en description, avec aussi le contact de l'actrice et de l'assistante que je remercie de m'avoir accompagnée sur ce tournage. Je suis curieuse aussi d'avoir ton avis sur le court-métrage que je vais te passer maintenant. Je t'invite à t'abonner pour voir la prochaine vidéo et let's go! Écoute mon Dieu.